petit état des lieux macroéconomique à mi-parcours de cette année 2023, dans la perspective notamment des prochaines réunions de banque centrale. La Fed et la BCE vont se réunir encore à la fin du mois de juillet, mais également la situation chinoise, qui est une situation d'interrogation. La macro chinoise aura été sans doute la déception du premier semestre, et c'est Juliette Cohen qui est avec nous pour en parler par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Beaucoup de questions effectivement sur la situation économique chinoise. Posons d'ailleurs la question sans détour. Juliette, au regard des derniers chiffres qu'on a pu avoir, notamment sur les prêts à la consommation et les prêts à la production, est-ce que la Chine est en train d'entrer en déflation, Juliette ? Alors, sans aller jusque-là, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà depuis le mois d'avril des chiffres qui sont décevants pour l'activité. On voit que les enquêtes de conjoncture aussi sont moins bien orientées. Et puis là, les chiffres d'inflation, c'était un peu le dernier élément qui venait confirmer le manque de dynamisme de la reprise chinoise post-réouverture. Et en particulier, ce qui était important, c'est qu'on voit vraiment que l'inflation des services ralentit, qu'elle a fortement ralenti en juin, y compris pour les loisirs, la culture ou le tourisme. Donc on voit que on est vraiment à contre-tendance de ce qu'on observe ailleurs dans le monde. Pour les prêts à la production, on a même un recul des prix qui s'accentue, qui est particulièrement fort. Et on le note d'autant plus dans l'industrie minière, pour les matières premières, pour tout ce qui est matériaux de construction. Donc là aussi, c'est le manque de dynamisme et même, on va dire, la faiblesse du marché immobilier qui est mise en exergue par ces chiffres d'inflation. Il faut bien comprendre quand même le poids de la crise immobilière. On a beaucoup commenté l'immobilier chinois. On en parle un peu moins aujourd'hui, mais pour autant, la crise immobilière et le poids de la crise immobilière continuent d'écraser la dynamique de reprise en Chine. C'est ce qu'il faut comprendre, Juliette ? Oui, tout à fait. Ce qu'on voit, c'est que les enquêtes de conjoncture dans le secteur sont très mal encore orientées. L'investissement se contracte, c'est vrai pour la construction générale et aussi pour le résidentiel. Du côté des volumes de transactions, on a eu un léger mieux sur les derniers mois, mais on part de niveaux qui sont très dégradés, qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on observait en 2018-2019. Et puis côté prix, ça se stabilise un peu dans le neuf et dans ce qu'ils appellent les villes les plus attractives, le Tier 1, mais ça continue à se contracter pour les autres villes. On voit aussi qu'on a des stocks de logements à vendre qui ont progressé depuis 2021. Donc tous les indicateurs montrent que le secteur est encore à la peine. Qu'est-ce que ça appelle comme réaction de la part des autorités chinoises ? C'est vrai que les rumeurs se font insistantes, le marché semble s'impatienter également de voir peut-être des mesures un peu plus agressives de relance, au moins de soutien à l'économie, au marché immobilier et à la dynamique domestique de l'économie chinoise. Est-ce qu'on a un faisceau d'indicateurs au moins que les autorités sont en passe de réagir aujourd'hui, Juliette ? Oui, et notamment, c'est le Premier ministre qui a dit que le gouvernement allait introduire un ensemble de mesures ciblées et bien coordonnées pour stabiliser la croissance et prévenir et stabiliser aussi l'emploi. Donc ils ont clairement ça en tête. La réunion du Politburo de juillet pourrait être l'occasion de plus d'annonces. Ce qui nous semble, c'est qu'on devrait avoir un soutien à la consommation, puisque c'est vrai que les ménages chinois n'ont pas disposé du même soutien que les ménages aux États-Unis ou en Europe pendant la crise Covid. Et puis, il pourrait aussi y avoir un peu plus de soutien au secteur immobilier avec la réforme des permis de résidence, des allègements aussi de contraintes administratives. Peut-être un peu plus d'incitation aussi pour les banques à prêter. Et puis côté politique monétaire, on a eu des premières baisses de taux récemment. On devrait en avoir d'autres à venir, que ce soit les taux courts ou les taux à moyen terme qui servent d'indexation pour les prix immobiliers et puis les prêts aux entreprises.
Pour le reste du monde, qu'est-ce que cette situation chinoise implique, notamment peut-être pour des économies européennes ou même l'économie américaine qui reste quand même dépendante ou interdépendante de l'économie chinoise? C'était un peu le discours porté par Janet Yellen lors de sa visite officielle en Chine. Le découplage radical, brutal entre les économies développées et l'économie chinoise, c'est une chimère d'une certaine manière. Quels peuvent être les effets d'entraînement en partant de la Chine pour le reste du monde, Juliette? Alors, on voit déjà l'impact sur le commerce mondial, qui est quand même très clair, où on a eu une contraction du commerce mondial sur les derniers mois. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Il y a aussi, évidemment, on voit que les secteurs manufacturiers dans certains pays sont un peu à la peine à cause de ce ralentissement de la demande chinoise. Je pense notamment à l'Allemagne, qui a vu son déficit commercial avec la Chine se creuser. Et puis, plus globalement aussi, c'est sur l'inflation, ça devrait jouer. On devrait avoir moins des baisses sur certaines matières premières, donc aussi un peu moins de pression sur les prix au niveau global. Bon, il faut se souvenir qu'effectivement, quelques mois en arrière, c'était le risque d'une reprise chinoise peut-être trop violente qui raviverait des tensions inflationnistes, notamment à travers les matières premières. Ce risque semble pour l'instant absent, voire totalement évacué à ce stade, Juliette. L'autre question qu'on peut avoir à mi-parcours de cette année 2023, c'est de faire un petit état des lieux de la situation économique aux États-Unis. Alors, je prenais quelques éléments pour avoir une photo un peu instantanée de la dynamique américaine à fin juin 2023, c'est-à-dire un an après le pic d'inflation globale qui avait été atteint aux États-Unis en juin 2022 avec une inflation globale à 9,1%. Un an après, on a une croissance trimestrielle au T2 annualisé selon différents modèles d'activité comme celui de la Fed d'Atlanta qui montre une croissance peut-être à un rythme trimestriel annualisé de plus de 2%, 2,3% selon la dernière marque du modèle GDP Now de la Fed d'Atlanta. Un taux de chômage qui a été annoncé en fin de semaine dernière à 3,6% à la fin du mois de juin et une inflation globale. On en aura le détail demain avec la publication du rapport mensuel sur l'inflation américaine, mais une inflation globale qui aura été divisée par 3 en un an puisqu'on attend un chiffre autour de 3%. C'est une photographie, bien sûr, Juliette, qui peut donner envie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière la photo de la dynamique de l'activité américaine? Alors, ce qui est marquant, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai aussi dans une certaine mesure en Europe, c'est la vigueur du marché du travail qui alimente une consommation qui est quand même relativement résiliente quand on regarde les niveaux d'inflation auxquels on fait face, et puis qui alimente aussi une inflation des services. Donc, ce que l'on voit là, c'est que finalement la croissance résiste mieux que prévu. L'inflation totale, elle diminue parce qu'on a des effets de base qui sont très favorables sur l'énergie notamment. Il faut se rappeler que si on compare, par exemple, les prix à la pompe aux États-Unis aujourd'hui et il y a un an, c'est une baisse de plus de 25%. Donc, on comprend que mécaniquement, ça fasse baisser l'inflation totale. Et en revanche, l'inflation corps, elle, met plus de temps à baisser du fait de cette persistance de l'inflation des services. Donc, pour l'instant, si on est dans cette phase de soft landing, mais comme les banques centrales seront probablement obligées d'être un peu plus dures que ce qu'on imaginait, on ne peut pas non plus totalement exclure une récession en fin d'année 2023 ou début 2024. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mécanique de désinflation semble être en place aujourd'hui aux États-Unis, mais du côté des taux, et notamment des taux directeurs de la Fed, les ajustements ne sont peut-être pas terminés. Ça veut dire que le choc de taux réels, le pic des taux réels aux États-Unis est encore devant nous, Juliette. Oui, tout à fait. Le marché, c'est vrai, est vraiment en train de s'ajuster. Il y a aussi l'idée que les taux resteront élevés peut-être un peu plus longtemps que ce qu'on imaginait il y a quelques mois. Donc c'est vrai que l'ajustement a été assez fort sur la période récente.
Merci beaucoup Juliette, merci pour cet éclairage macro autour de la Chine et des États-Unis. Ce sera bien sûr le chiffre du jour, la publication cette semaine, demain, du rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis avec un chiffre global qui est attendu autour de 3%, venant de 4% sur un an le mois précédent. Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management, qui était avec nous par téléphone.